Merci d'être là. Cette conférence, je vais la faire en français, mais je l'avais dit à Olivier, je rêvais de la faire en picard. Le picard est ma langue maternelle. C'est une langue que j'emploie beaucoup mieux que le français, parce que le français, je l'ai appris dans l'école de la République. Merci, j'ai eu de très bons maîtres quand même. Mais je suis d'une famille qui ne parlait que picard, d'un pays qui ne parlait que picard, et d'une profession, les marins, qui ne parlaient que picard. Malheureusement, même chez les marins, le picard disparaît. Mais nous n'irons pas comme chaud. Nous allons résister. Donc, je vais vous parler des métiers, voyez-vous, ça revient. Les métiers de la marine en français et en picard. Entre la baie de Somme, Berck et Étaples, à chaque fois que le mot pour désigner le même outil sera différent, je vous signalerai les différents noms. Je m'arrête presque à Étaples parce qu'après on a des grands ports comme Boulogne, premier port de pêche, mais déjà Boulogne était un très grand port et parlait beaucoup moins le picard. Ou tout au moins, en fait, au port de Boulogne, les bateaux viennent de toute la Picardie, ce n'est pas forcément des Boulonnais. Vous direz même qu'à Boulogne, les armateurs étaient d'un endroit, les marins, ils étaient des Quillens et les patrons de pêche étaient du Portel. Il y avait des choses qui sont bien disparues. Les plans que vous allez voir sont François Baudouin. François Baudouin qui a fait sa thèse sur le bateau de Berck. Il avait représenté la Picardie, à l'époque c'était le Nord-Pas-de-Calais, mais personnellement je n'avais jamais accepté ce nom-là, parce que je me sens picard, je suis picard, et toute l'histoire me dit qu'on est picard. Alors, il avait représenté la Picardie au musée des arts et traditions populaires à Paris, par une scène de plage avec un bateau de Berck échoué avec tous ses accessoires. Ce musée a été démantelé. Tout est parti, paraît-il, à Marseille, on m'a dit ça. Je ne sais pas ce que c'est devenu, par contre. Ouais. Et il n'y a qu'une région qui s'est bien défendue et qui a récupéré tout son matériel, c'est la Corse. Ils n'ont pas voulu ils ont dit c'est à nous et on nous le rend. Je pense que les Picards auraient dû faire pareil, quoi. Pour les scènes de pêche, ce sont mes souvenirs personnels. J'ai embarqué jeune avec mon père. Je n'ai pas été longtemps à la mer, j'ai changé de métier après, avec le service militaire et tout ce qui venait, mais j'ai été vraiment élevé là-dedans. Et aussi, je me suis appuyé sur le livre de Joseph Maquet, dit Michédé. C'est un ingénieur hydrographe berquois qui a travaillé sur le pourquoi pas du commandant Charcot. Et quand j'écoutais ses histoires enfant avec le commandant Charcot, j'étais fasciné. Pour les chasse-marées, chez Cachemeret, il faut lire le livre de Lucette Fontaine-Baillet. Lucette Fontaine-Baillet, aucune parenté, moi c'est B-A-I-2-L-E-T et elle c'est B-A-Y-E-R. Mais elle a écrit un excellent livre sur les chasse-marées picards et déjà à son époque, elle avait incorporé Boulogne, Berck et tous les ports dans la Picardie. Leur premier métier, chez Carpentier, les charpentiers. Parce que pour naviguer et pêcher du poisson, il faut un bateau. C'est le travail du charpentier. Et chez Carpentier, il a besoin de bois, mais pas n'importe quel bois. Le charpentier emploie un bois différent pour chaque partie du bateau. Bon, vous voyez la numéro 1. La numéro 1. C'est pas celle-là. Ah non, ça c'est la numéro je sais combien. Bien avant. On n'était pas au début. Sinon, c'est dans le bon sens, là. Encore. Nous allons y arriver. Vous avez des points. On arrive bientôt. Là, c'est là. Ouais. Alors, voilà. Là, typiquement, un chantier naval. Un chantier naval de Berck, il y en avait 4 comme ça. Mais ils ont disparu avec la dernière guerre. Les bombardements sur Berck ont mis le feu à presque tous les chantiers navals, le bois ça brûle facilement, tout ça a disparu. Et malheureusement, on a perdu les gabarits des bateaux. Il a fallu reconstituer quand on a fait la Marianne. Donc, pas n'importe quel. Il emploie un bois différent pour chaque partie du bateau. À Berck,
comme dans tous les ports d'échouage, la quille est en frêne. La frêne, c'est un bois très dur, mais qui garde assez de souplesse pour résister aux échouages. Imaginez un grand berquois. Un grand berquois, c'était un 16 avirons, 8 de chaque côté, qui emmenait quelquefois jusqu'à 100, 150 filets en coton coltaré, hein, et le poids du poisson qui pouvait être de 30 tonnes, quand il échouait, les bateaux, d'ailleurs un bateau berquois ne durait pas plus de 5 ans. Le bois à la coque. Et après, on refaisait, mais tous les bois étaient du coin, quoi. Le frêne, par exemple, c'était à Berck, pour le rendre plus dur. Les quilles étaient enterrées sur la plage pendant plusieurs années. C'est un terrain long des Cordiers, ça, encore une fois, s'il te plaît. Voilà. Vous avez ici les charpentiers sont en train d'enterrer une quille, et vous voyez les gens à casquette, là, hein, sont sûrement les douaniers, le syndic des gens de mer. On repérait ça, on prenait des amers, hein, telle villa dans le clocher, mais ça pouvait durer 2 ans enterré, tant que ça se gorge bien d'eau salée. Après, on sortait la quille, et dans leur chantier, ils refaisaient sécher la quille, l'eau s'évaporait, mais le sel restait. Ça donnait un bois où on pouvait casser le couteau dessus, quoi. Dans un chantier, comme vous avez vu avant, il y avait du bois partout. Parce que un charpentier ne travaillait jamais avec le bois qu'il achetait. Il ne travaillait même pas avec le bois acheté par son père. C'était le bois de son grand-père qui avait séché longtemps. Et son fils travaillait avec le bois du père, et ainsi de suite. Il y avait toujours 2 générations. Tout ça s'est arrêté quand l'État a eu une excellente idée de faire payer les stocks. Il y avait des stocks énormes. Alors on les envoyait dans le mur aussitôt. Si on leur demandait de payer pour tous les stocks qu'ils avaient, 2 générations de bois prévues. Alors, pour les ports en eau profonde, Boulogne par exemple, hein, les charpentiers préféraient le chêne, qui est un bois très solide, mais il est cassant. On ne pouvait pas mettre de chêne sur un bateau d'échouage parce que la quille risquait de se casser. Tout était, vous savez, quand je vous ai dit tout à l'heure, un bateau tous les 5 ans, 5-6 ans, changer le bateau, mais on se servait encore. Les quilles, par exemple, on les retrouvait dans les maisons des Berquois. Et souvent, d'ailleurs, on trouvait le trait de Jupiter, qui est la marque des charpentiers de marine. Et à Berck, on trouve encore un lieu, la Freinée, où les grands chênes sont toujours debout. C'est devenu un parc de loisirs. Les bordées de bateaux étaient en orme, bois qu'on trouvait en grande quantité dans la région, qui est complètement disparu depuis 50 ans, quoi, hein. Les ormeaux repoussent, mais à partir d'une vingtaine d'années, quand ils sont comme mon poignet, ça y est, ils meurent. Et les mâts, les vergues, étaient en piche-pin du Nord. Les membrures, c'est les côtes, si vous voulez, étaient en frêne sciée et ployée à la vapeur. Le timon, à la barre, était en chêne. Les coupes d'eau chez Gournab, ils étaient en acacia. Le pont, le puits de dérive chez Drive, hein, et les espars, les avirons, les bancs étaient en sapin blanc du Nord. C'est-à-dire que les parties vives d'un bateau, tout ce qui était en eau, pouvait être en orme. Mais l'orme, vous ne verrez jamais une péniche en orme parce que l'orme pourrit à l'eau douce et résiste excessivement longtemps à l'eau salée. Donc tout ce qui sortait de l'eau, les œuvres mortes, étaient en bois blanc. Alors les outils, chez les outils de Tartou, une varlope, un rabot, mais les charpentiers chez Carpentier, il y avait 2 outils supplémentaires, surtout l'herminette. Il faut avoir vu un charpentier de marine se servir d'une herminette. Ça ressemble à un engin de jardin pour retirer les mauvaises herbes, hein. Et la pièce de bois entre les jambes, il dégrossissait la pièce de bois, mais à moins d'1 centimètre de son... Ils étaient d'une adresse exceptionnelle. Carpentier, le charpentier, était aussi tonnelier à Berck, hein. Il fabriquait les tonneaux chez Berry pour saler le poisson, puis chez Carapoche, chez Chauberry. Alors Carapoche, c'est le mot picard, mais à Berck, c'était des Chauberry. C'était des flotteurs pour maintenir la tésure. La tésure, c'est le train de pêche
au Hareng, chez Zérin, bien sûr. Et oui, chez Cordier. Alors tout à l'heure, on a vu juste avant un gars qui était cordier. C'est-à-dire c'était de très grands terrains, hein, c'était des terrains de 100 mètres avec quelques mètres pour pouvoir aligner leurs cordes. Hein. Alors il tressait, c'était le chanvre, cultivé aussi dans la région. Alors voyez-vous, depuis tout à l'heure, je vous cite que des matériaux régionaux. On n'allait pas plus loin, hein, tout est là. Par exemple, à Berck, je vous dis, les terrains étaient de 100 mètres, mais j'ai la comparaison avec les corderies royales de Rochefort. Ils travaillaient sur des terrains de 370 mètres, mais un vaisseau 3 ponts du roi n'était pas comparable avec un bateau de pêche berquois, bien sûr. Les voiliers, alors métier, bien sûr, parce qu'il y a le voilier, le bateau, mais les gens qui fabriquaient les voiles. Ils concevaient la voilure du bateau, taillaient les voiles dans de la toile de lin. Le lin, encore une fois, c'était cultivé dans la région. Les outils, c'est des outils communs, la laine, l'aiguille, chez Paumelle. Pour l'entretien de ces voiles, les vieux marins qui avaient fait leur service militaire dans la Royale, ah oui, là aussi, hein, Jean Mouet diront la marine nationale. Pour eux, c'est toujours la Royale. Ils avaient le savoir-faire, hein, pour entretenir les voiles. En Picardie, les bateaux avaient 3 voiles. Il y avait la misaine. Tu peux passer un peu, s'il te plaît? Là, oui, là, c'est vous voyez l'intérieur du bateau, vous voyez le cabestan. Il est intéressant parce qu'au pied du cabestan, vous voyez une barre de cabestan. Et on en parlera au moment des harengs, mais c'est avec cet engin-là, en tournant comme des écureuils, qui viraient des longueurs de filets extraordinaires. Hein? Donc la grand voile, c'était le borset. Je repasse encore un coup, vas-y, s'il te plaît. Là, encore. Là, vous voyez les marins en bas. L'arrière des bateaux berquois qui était assez costaud. Vas-y, encore. Là. Alors là, son charpentier dont je vous parlais tout à l'heure, vous avez tous les plans qu'avait fait François Baudouin sur le bateau qu'il avait fait construire à Berck avec sa thèse, et qui était magnifique, et qui est, je ne sais pas, fait partie des pertes, hein, ça c'est sûr. Et alors il y avait la misaine, c'était la grand voile, et je borsais à Berck. Quelquefois vous entendez bourser, mais c'est plutôt la prononciation normande. Alors on le trouve quelquefois en baie de Somme, parce que la baie de Somme est très proche de la Normandie, et il y avait un bateau, vous savez, dans une baie, on ne rentre pas de n'importe quel temps. Quand le temps est trop fort, il faut se réfugier dans un port. Et quand vous êtes soit du Hourdel, soit du Croteau et de Saint-Valery, et quelquefois plus simple de se réfugier au Tréport que de remonter jusqu'à Boulogne, où on aura un port. Donc après, il était très à l'avant. L'artimon, le chevalet, alors la voile et le mât ont le même nom, hein, était très à l'arrière. Alors, et selon le temps, on avait 3 phoques. Ah oui, Stiouphoque, c'était le tourmentin en français, un tout petit phoque de gros temps qui permettait de prendre la cape facilement. Et oui, Bâtard ou moyen phoque, c'était celui qui était au milieu. Puis il y avait Phoque Ballon. Phoque Ballon était un phoque très creux qui était bordé très à l'arrière et qui était envoyé sur un bout dehors, hein, des grands bouts dehors qu'ils avaient. Et Phoque Ballon, c'est l'ancêtre du spinnaker. Il n'était employé qu'au portant, pratiquement. Alors, il n'y avait pas d'architecte à Berck. Hein. Pour les bateaux picards, c'était Carpentier, à la demande du patron armateur qui concevait les bateaux. Il faisait une demi-coque qu'il soumettait au patron, qui lui demandait attends, forge un mollet l'eau, affine un mollet comme chaud. Il faisait tout, il se tapait dans la main. Il n'y a jamais eu un écrit. Hein. On se tapait dans la main, on payait tiers à la commande, tiers quand on bordait le bateau et le tiers quand on le lançait. Jamais il y a eu d'écrit, comme je vous dis, mais jamais il y a eu de dérapage. Le patron qui aurait dérapé pour payer était cuit. Et le charpentier qui aurait joué un tour, on était tous cousins. Donc il ne trouvait plus un bateau à faire. Ça c'était sûr, mais ça n'arrivait jamais. Alors j'arrive chez Cachemérel, chasse-marée, Cachemérel. Ce mot a plusieurs significations. C'était des marailleurs achetant le poisson au hall
pour moi à Berck, et revendant à la campagne et dans toutes les villes du littoral. C'était aussi un bateau à 2 mâts qui pratiquait le cabotage. C'était surtout en Bretagne. Et c'est aussi les nuages bas. Vous savez, quelquefois de beau temps, vous avez des nuages très bas qui filent très vite, chez des cachemirais. En général, on n'annonce pas de beau temps, ceux-là. Et surtout, c'était une profession dont je vous ai parlé le livre de Lucette Fontaine-Baillet tout à l'heure. Cette profession était très structurée. Elle a trouvé des documents de 1300 par là, quoi. Hein, 14e siècle, c'est quand même. Ça a été très structuré et il voyageait la nuit avec des chevaux boulonnais. C'est, paraît-il, aussi la raison pour laquelle les chevaux boulonnais, qui n'étaient pas toujours blancs avant, ont été sélectionnés pour être blancs parce que la nuit, c'était moins dangereux quand ils se croisaient. Bon, ils changeaient de chevaux tous les 20 km dans les relais. Il y avait 100 à 200 chevaux qui étaient répartis sur l'ensemble. En une nuit, ils arrivaient à Paris quand même, hein, les cachemirais. Et cette profession a disparu d'un seul coup, l'arrivée du train. Quand la ligne nord a été, il n'y avait plus de raison d'être, et puis il n'y a plus lieu de cachemirais. Voilà. Les différentes pêches pratiquées selon les saisons. Après les saisons du hareng, fin de l'année, les mois d'hiver étaient froids et venteux. Les bateaux sortaient plus rarement. Les marins mettaient en ordre le matériel du bateau. Je peux passer un peu, verrons un peu les... Voilà. Ça, je vous ai vu pour voir les différentes pièces du bateau, mais on ne va pas rester jusqu'à minuit, je peux, si vous voulez, mais ça m'étonnerait que vous seriez peut-être, mesdames, en grand danger d'être battues, sait-on jamais. Vous passez. Mais vous, ça c'était un demi-ponté. Bon, passe encore, oui. Voilà. Alors là, vous aviez tout le système de voile, les drisses, à bord d'un bateau de pêche, il ne manque rien, mais il n'y a rien de trop. Il n'y a pas de fantaisie. Hein. Tous les filins, tout sert, quoi. Hein. Il n'y a pas un truc de... Alors les bateaux, l'hiver, sortaient pas trop. Hein. Les marins mettaient en ordre le matériel et les bateaux. Dès février, ils pratiquaient la pêche au merlan, à la morue et aux lignes de fond. À Merlan, chez des Méyens, hein, Méyens ou Mellins. À Berck, on dit plutôt Mellin parce qu'on a une tendance à adoucir les mots. Berck a un picard qui est très doux. Je suis sûrement chauvin, mais je vous assure, j'ai écouté tous les picards et je maintiens, c'est quand même le plus beau des picards. On n'a qu'à venir écouter nos picards au Héré. Paiera avec vous quand on voudrait au Héré Chacoul, tous ceux à Berck. C'est un régal et de perler du Padoué Bercourt. Donc, alors, ils pêchaient ça avec des petites cordes. Les petites cordes étaient équipées de bas de ligne. C'était des payes, le nom du bas de ligne. Alors, ils pêchaient, bien sûr, et des hameçons. Tout à l'heure, je vous ai parlé pour les noms, les chasse-marées. On a leur chargement écrit. Et jamais on entend parler de coques, mais c'est toujours des énons. Hein. Donc, quand on va... Je m'excuse, mais quand on m'a fait faire des tours de récréation à l'école parce que je parlais mon picard, hein, c'est moi qui avais raison quand même. Hein. Donc, un nain, c'est l'hameçon. Hein. Alors, le poisson plat qui était pêché était chez Kerlé, les Carlés, chez Limandes, les Limandes, chez Sol, et les poissons de fond chez le Merlan, chez Méyen, aussi à la grande corde. Alors la grande corde était une ligne de fond beaucoup plus grosse, où l'on pêchait des poissons plus gros. Il y avait une saison turbo chez Turbou, et les chiens de mer chez Tchin, les congres chez Congres. Alors pour les congres, il fallait aller les pêcher dans les fonds rocheux. Les bas de ligne étaient en fil d'acier. Un congre, je vous assure, si vous laissiez le doigt, on pouvait laisser le doigt. Pêche aux petites cordes. Alors, les petites cordes, je vous dis, c'était une corde, ça faisait 65 brasses environ. Alors là, je vais vous donner les chiffres berquois, parce que chaque port avait des petites différences.
La brasse, c'est le fatum des Anglais, 1,76 m en Angleterre. Chez les Picards, je crois que c'était 1,66 m. D'un port à l'autre, ça pouvait être 2 cm, hein. C'était 1 pouce, quoi. 1 pouce. Donc, chaque corde, à chaque bout, elle était un peu repliée sur elle-même pour former le cavé. Le cavé servait à amarrer les cordes entre elles, et près du cavé, il y avait les marques du patron, qui étaient les marques héritées du père. Les miennes, celles de mon fils après, étaient celles de mon père et de mon grand-père et de la nuit des temps. J'ai trouvé un chioneux, 2 ploneux, un chioneux. Quand on perdait du matériel, ce qui peut arriver, le bateau qui trouvait, avec le cavé et les marques on nous ramenait le matériel. Une pièce de corde, on montait 80 hameçons avec. Un train de pêche comprenait en moyenne 160 pièces de corde, soit plus de 12 000 hameçons. Mon père, qui a été longtemps patron de pêche d'un cordier, à la fin de sa vie, employait une dizaine de femmes à terre pour hatcher, c'est-à-dire écher, quoi, mettre les vers dans les hameçons. Et en plus, il y avait toute une kyrielle de gens qui allaient chercher les vers sur la plage, parce qu'on en utilisait beaucoup. Hein. Dès l'arrivée du printemps, les sols remontaient. Quand on voit les chatons sur les noisetiers, les mamans, j'ai le temps de nous griller à sol, hein, Chavaillette-l'eau tout de suite. En juin, entre la saison des sols et celle des maquereaux, il y avait une courte saison de pêche au squale. Alors chez Peau-Bleu, il y avait 3 sortes de squales qu'on pêchait sur notre région. Chez Peau-Bleu, chez Tep, c'était les squales lamy en français. Alors, chez Faucheuse, je ne connais pas leur nom français. C'était un squale qui avait une queue très développée, surtout la partie supérieure de la queue, et quand il se débattait sur le pont, il fallait faire très attention, un coup de queue pouvait vous casser une jambe quand même. Bon, en général, on passait une herse. Une herse, c'est un bout avec un nœud coulant à la queue, un herse à la tête, on raidissait, puis on l'éventrait. Je sais bien, hein, c'était comme ça. Voilà. Parce que ça se vendait. Hein, Alors, la pêche, c'était une pêche aux grosses cordes, mais n'était pas une pêche de fond. Elle était immergée et maintenue près de la surface par des tombaises de gros flotteurs. Les bas de ligne, les payes, étaient du cap de frein de vélo, encore une fois, avec un émerillon. Parce qu'il tournait, vous savez, sur l'hameçon. Dès que la saison de maquereaux donnait beaucoup, on n'en pêchait plus, parce que c'était juste au début, ils précédaient les maquereaux, et il fallait, quand il y avait les maquereaux plein la mer, quoi, si j'ose dire, ben, ils préféraient prendre tout ça que de chercher les maquereaux. On appâtait avec un très gros hameçon, et c'était l'appât, c'était un maquereau entier. Hein. Surtout jamais ferrer une taupe. Hein. Il fallait le laisser avaler pour qu'il l'ait à l'estomac, c'était plus facile à avoir après. Ouais. Il n'y a pas trop d'écolo là, parce que je suis désolé, mais c'est passé comme ça. Alors, les maquereaux. Alors, macrieux à Berck pour chez gros, et maquelou pour les plus petits. Alors, maquelou, c'était les tout petits maquereaux qui étaient très pratiques et délicieux, passés dans le vinaigre. Et maintenant, je ne sais plus si on peut encore le faire parce qu'il y a des tailles et ils sont en dessous de la taille normale. Enfin, si on veut manger un bon maquereau, de toute façon, quand il est sorti de l'eau, il est mort. Un maquereau est un poisson très vivant qui nage vite, qui est magnifique. On dirait qu'il est fluorescent. Dès qu'il sort de l'eau, il change et il meurt tout de suite. On peut le jeter fini. Il ne résiste pas en dehors. Prenez un congre, par exemple, vous l'emmenez 3 jours après, il est toujours vivant, lui, hein, si vous ne l'avez pas. Sauf si vous le lancez dans la glace. Dès qu'il touche la glace, il meurt. C'est ce qu'on peut l'employer quand on avait de la glace. Monsieur Macrieux, dans les Maquelous, dans le sud de la Picardie, on pêchait. Tu peux en passer un peu parce qu'on va voir les moyens de pêche. Là encore, s'il te plaît. Là, c'était les voiles. Là, vous voyez un grand bateau, berquois, qui est en train d'embarquer un chalut à bâton. On verra ça après, tu passes. Voilà, encore un petit coup. Vous avez encore un chalut à bâton, là. Un cul de chalut qui est en train de sécher. C'était un bateau échoué. Je vous montrer les bateaux. Il y avait 100 bateaux sur la plage de Berck. Là, c'était un cordier. Là, c'était un cordier, un 10 avirons, 5 hommes de chaque côté. C'est un moyen, d'ailleurs. Alors là, c'est intéressant.
C'était pour les charpentiers. Voyez-vous, ce bateau avait été construit, les chantiers navals étaient à Bergville. Bergville était éloigné de la mer de 2,5 km au moins. Alors là, ils avaient, pour les amener, on mettait des brèches. Les brèches, c'est ce que vous voyez, les rouleaux de bois qu'il y a devant, qui étaient chiffrés. Les mousses étaient derrière, et dès qu'il était libre, on l'amenait sur l'avant. Et là, il a été tiré par un char anglais de la guerre 14 qu'ils avaient racheté. Pour tirer les bateaux, c'était quand même plus pratique que tout un train de chevaux, il en fallait beaucoup. Et c'est assez particulier. Hein. Là, on est en train de réchauffer Schcanotte. Réchauffer, c'est-à-dire on faisait chauffer du goudron. On allait chercher à l'usine à gaz. Hein. À Berck, il y avait une usine à gaz, donc il nous faisait le gaz, il restait le coq, mais il y avait aussi le coltard de houille qui était excellent. Il n'y avait pas un taré qui pouvait aller là-dedans. Alors, mais il fallait le chauffer. Et j'ai bien un souvenir de ça, c'est que c'était les jeunes qui surveillaient les mousses, et que d'engueulade, parce que ça se sauvait comme le lait. Il fallait qu'il soit chaud, mais pas trop. C'était difficile, ça. Et quand il se sauvait, on avait une couverture pour mettre dessus, parce que ça brûle. Puis une engueulade à la clé, c'était logique, ça. Là, on voyait le matage d'un bateau. L'ordre était du patron, Matadieu. Matadieu. Bon. Alors, vous voyez, tout l'équipage qui on dématait très souvent les bateaux, par exemple, pendant la pêche au hareng, où les temps étaient durs, avec les mâts. Les voiles affalées, le bateau était sur son train de pêche, on roulait terriblement en dématant le bateau et en le mettant sur sa miche à l'arrière, ça tenait un peu mieux. Il ne fallait pas avoir le mal de mer quand même. Hein. Alors là, vous voyez le traînage d'un bateau. Vous savez, à Berck, c'est une grande plage, les gens connaissent Berck, j'espère quand même. Alors là, vous me décevez beaucoup si vous ne connaissez pas mon magnifique pays. Les bateaux, selon l'amplitude de la marée, de grande marée à grand mer, l'eau va très haut. Mais de mortieux, il reste une bande qui n'est pas couverte par l'eau. Et les bateaux qui étaient amortis, c'était qui restaient là, il aurait fallu qu'ils attendent 15 jours. Alors, tout le village est là. Regardez les femmes en habit traditionnel. Tout le monde se mettait pour tirer ce bateau et les matelots le tenaient avec leur dos sur sa quille et on tirait ce bateau sur quelquefois entre 50 et 100 mètres. Parce qu'après on attendait quand l'eau est arrivée, on n'allait pas le mettre en bout de machin. Eh ben, c'est le bateau qui est maintenu à flot par les femmes. Les hommes sont à bord, les femmes tiennent ça eux aussi avec le dos. C'est intéressant, vous verrez, il y a les sabords de chaque côté. Les sabords, c'était des petites tapes qui bouchaient les trous, les nages où passaient les avirons. Parce que comme on était à la voile, on gîtait, il ne fallait pas que l'eau puisse rentrer par les trucs. Et là, donc, vous avez les tapes, les sabords. Là. Alors ici, vous voyez aussi, ils avaient une annexe. Parce que comme on ne pouvait pas échouer le bateau à chaque fois, ils partaient 8 jours, une semaine, et ils venaient vendre le poisson, ils débarquaient le poisson avec l'annexe. Alors ils avaient une annexe qui était toujours à bâbord. Parce que à tribord, on travaillait. À bâbord, c'est pas très bon, bâbord. Hein. Sinistra en italien, c'est pas bon, bâbord. Donc ils étaient, j'ai oublié de vous dire qu'ils étaient aussi très... ils croyaient à des choses pas possibles, quoi, hein, c'est sûr, c'était comme ça. Donc à bâbord, il ne fallait pas travailler, sauf pour une pêche que je vous signalerai. Donc, alors ici, oui, c'était les ballons. Un ballon, c'est le nom qu'on donnait aux voitures qui venaient chercher le poisson, un nom particulier. Et vous retrouvez ce nom-là chez les chasse-marées. Ils avaient des ballons pour amener le poisson à Paris, quoi. Alors souvent avec des ânes, quelquefois un mulet. Ce sont des animaux qui ont moins peur des coups de mer que les chevaux. Les chevaux sont bien plus costauds, un boulonnet. Mais ils reculent sur les coups de mer. Un âne habitué rentre dans l'eau sans aucun problème. Peut-être un peu quelques coups de bâton au début, mais après ça va bien. Là, vous avez un ballon. Et vous voyez l'annexe qui est juste derrière le bateau. Le bateau est un tout petit peu plus loin. Là, il débarque son poisson et quelquefois il réembarque des vivres. Hein, pour les femmes étaient toujours là, vous voyez. Alors ces femmes-là, ça s'appelait chez Blanc-Bonnet. Parce que la calpette, qui était la coiffe de travail, les coiffes de cérémonie étaient la coiffe picarde à 3 branches, à 3 trucs. C'était pas le soleil boulonnais, nous. Hein. On avait vraiment la coiffe picarde. Donc chez Blanc-Bonnet, sont là pour donner à manger à lui. Voilà.
Bon, là, vous voyez les verrotières qui remontent avec leurs grandes pelles Spalou. Ici, vous avez les cordes. Quand elles ont été en mer, et le poisson sont affreusement mélangés. Alors, à Berck, on arpère. On arpère, c'est-à-dire on détouille, quoi. Les cordes sont touillées, il faut les démêler, les cordes, et retaper les hameçons qui manquent, qui prêtent à nouveau à aller se faire appâter. On avait plusieurs jeux de cordes, et on avait toutes ces femmes à la maison et ces vieux marins. Alors, ils ne gagnaient pas grand-chose avec ça, mais ils gagnaient quand même à chaque fois le poisson, c'est-à-dire qu'ils gagnaient la nourriture plus un peu d'argent, quoi. Ah, alors là, je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre ça. Vous me direz, parce que si je vous l'avais dit, vous avez dit c'est un Marseillais. Mon épouse est du Sud et me reproche souvent d'être du Sud du Pas-de-Calais. Pareil, j'exagère. J'ai apporté la preuve, c'est une baleine. En 1800, je ne sais plus combien. 93. 93, c'est marqué dessus. Ouais. Ils ont une baleine qui dérivait. Alors on voit encore sur la photo du bas la herse, le nœud coulant qui était avec le câble, qu'ils ont passé à la queue. Il y a deux matelots qui sont débarqués dessus. Et on a les noms, je crois qu'ils sont marqués d'ailleurs, Joseph Cousin et puis un Graveline, si ma mémoire est bonne. Et le bateau est échoué, la baleine est échouée. Alors ils avaient fait un coup terrible pour la revendre. Cette baleine avait déjà un peu d'âge, tout ça. Puis ils n'ont pas trouvé de marchand tout de suite. Et le temps est passé à l'ouest, comme souvent à Berck, donc ça donnait sur la plage. La ville était empestée. Ils ont eu un tas de problèmes. Ils ont fini par trouver un écarisseur qui a découpé la baleine. Mais ils ont gagné un peu quand même parce que la graisse était encore non pas consommable, mais on pouvait l'user. Alors là, c'est les lignes de fond, vous voyez en haut. Après, vous avez les nœuds. Vous avez mis les différents nœuds, comment on tape une paille. Tape, c'est amarré, quoi, sur la ligne mère. Et comment on fait un hameçon avec le schneudin. Et à droite, là, complètement à droite, il y a une cantonnière. Tous les cordiers avaient ça parce que quand on avait les bouts, avoir les bouts, c'est-à-dire la corde se cassait pour une raison quelconque. Alors ça dérivait, il fallait la retrouver, et on traînait cette cantonnière-là qui nous repêchait la corde, quoi, c'est sûr. Et le nœud du bas, c'est un nœud de ridage, quoi, et on est en train de rider chelin. Voilà. Ah, là c'est un coré. Le coré, c'était l'outil pour fabriquer les pailles. Il y avait un aller-retour, et on mettait un plomb et un petit cœur en bois qui se faisait. Il tournait avec un système, vous voyez, les petits rouleaux au-dessus, là. Il y avait un système de cordes, tout s'entourait, et quand la paille est arrivée en haut, se tortillait, le truc tombait, le petit cœur de bois tombait, puis on avait une paille. Et il fabriquait tout, quoi. Hein. Alors, l'été, la saison du maquereau. Alors, je vous ai dit que tu peux continuer, on va peut-être trouver voilà. À Berck, c'est la pêche du haut. 2 anspars à devant, 2 anspars derrière, et encore des lignes avec des plombs. Alors, simplement, on mettait des plombs de poids différents. Pour que quand on tirait le pont, par exemple, qui était près du bateau, était plus lourd, hein, pour être droit. Et le plomb qui était plus loin était, lui, flotté, un peu plus léger, flotté, parce qu'avec le hal à bord, hein, la corde qui les amenait, si ça avait été le même poids, ils se mélangeaient tous les deux. C'était bien empêché comme ça. Après, c'est des chaluts dont on parlera. Et où ça, c'est un chalut à bâton. Vous en avez vu tout à l'heure, un chalut à bâton. C'était un chalut qui est tenu par 2 gantiers ou meulettes, par une perche, et à côté, vous avez un panneau pour les chaluts à panneau. Chalut à bâton, un seul bras, chalut à panneau, 2 bras, des pros, hein, à Berck. Et dans le sud, dans la baie de Somme, particulièrement, ils pêchaient plutôt manet. Manet, c'est un filet dérivant qui... Alors, voilà. La pêche à la traîne, comme ça, a été très vite abandonnée pour la pêche à la strouille. Le nom... non picard, la strouille. La strouille, c'est un mélange de poisson écrasé avec de la farine d'arachide. On fait une pâte, et on a pâte dès la pointe du jour. Alors,
on était aux endroits où les bancs de maquereau passent, c'est-à-dire sur les grands bancs, le bas, le vergoyer, surtout le bas. Et on faisait monter avec ça les bancs de maquereau. Et pour ne pas trop dériver, on mouillait non pas l'encre pour être fixe, mais on mouillait sur un paquet de chaînes, ce qui nous permet de dériver doucement, parce qu'il ne faut pas aller trop vite. Un maquereau, ça nage assez vite, mais il ne faut pas un hors-bord, hein, il n'attrapera jamais l'appât. Les marins étaient alignés sur le côté du bateau, et c'est la seule pêche qu'on faisait à bâbord, parce qu'elle a été plus tardive, et les marins craignaient moins la gauche que leurs ancêtres, quoi. Donc, comme appât, c'était une peau de maquereau qui était découpée dans le dos d'un poisson. Alors, on en découpait un certain nombre selon la taille du poisson, et quand le poisson était dépouillé de sa peau, les marins, il était très apprécié par les marins. Ça s'appelle un gavache. Un gavache, donc il était dégraissé, quoi, et on le mangeait, on le faisait cuire et on le mangeait. Rien ne se perd. Les lignes à main étaient équipées de... Après, d'abord, ça a été avec ça, puis après, on est passé aux mitraillettes. Mitraillettes, c'était équipé avec des plumes multicolores. C'est une technique qui nous vient des marins anglais. Je le dis parce que les marins de chez moi n'aiment pas que je dise ça, mais c'est la vérité. J'en suis sûr, parce que mon père m'envoyait les acheter en Angleterre, donc je peux vous dire que c'est ça. Et cette pêche à la strouille était la seule pêche pratiquée à bâbord, comme je vous ai dit. On était mouillé sur un paquet de chaînes. Tous les autres pêches étaient toujours à tribord. D'ailleurs, vous avez la position du malet qui est à bâbord, la position du grand mât était très à l'avant. L'annexe était à bâbord pour dégager complètement le côté tribord, le côté où on travaillait, quoi. Alors, quelquefois, je ne l'ai pas vu souvent, mais mon père m'avait dit « Arbèche ou ma fiu, tu verras point gramin de vie », c'est vrai, le temps orageux, et qui faisait monter des bancs de sprate. Vous savez, ce petit poisson-là. Les maquereaux s'attaquaient à ça, mais devenaient complètement fous. J'ai vu la mer on aurait dit qu'elle bouillait dans une grosse marmite, vous voyez, ces gros bouillons de poissons. Alors, à ce moment-là, il y avait des spécialistes qui pêchaient au l'aîné. L'aîné, c'est une énorme épuisette, et ce spécialiste, ce marin, dit « je t'en acte ». Alors, il faisait 2 boulettes, c'était un tour de main que peu de marins avaient. Il en lançait une à l'avant, et elle était à peine touchée qu'il en lançait une à l'arrière, et juste au moment où les maquereaux, quand au bruit, se retournaient, il envoyait son coup d'épuisette dessous, et il se retirait. 2 autres marins prenaient l'aîné, parce qu'il pouvait y avoir 10, 15, 20 kilos de poissons. Répété, il n'y avait plus. Alors, ce geste très difficile et fatigant, ce marin, il recevait double part. C'est un spécialiste. Et il est gagné la double part. Alors, la pêche au chalut de fond, dont je vous ai montré, là vous l'avez, le chalut de fond, vous avez les gantiers. À la perche, c'était toujours... les gantiers ou les melettes, là, étaient écartés par une perche. Et cet écartement déterminait la grandeur du chalut. C'est-à-dire, mais on ne pouvait pas mettre ce qu'on voulait, il fallait qu'il embarque. On l'a vu une vue tout à l'heure. Donc, il ne fallait pas qu'il soit plus grand, l'écartement, que le bateau. Et à la voile, on prenait ça parce que la voile, c'est pas régulier. Il y a du vent, il y a moins de vent, il y a moins de force. Donc un chalut à bâton reste toujours ouvert. Et il était tiré par un seul bras, vous voyez là. Et par contre, le chalut, le nom du chalut, tiens, à Bergstandtreier, et à Étaples aussi. Mais en baie de Somme, Steinköch. Dès l'apparition du moteur, la puissance de traîne étant beaucoup plus grande, les chaluts sont devenus à panneaux, des planques, hein, on dit, oui. Ils ont été, alors, ils réglaient l'écartement du chalut, bien sûr. Alors, vous voyez là, vous les voyez, je vous montre là, mais c'est dans mon dos, les planches, ils sont là, et il y avait 2 bras, un sur chaque. Les panneaux se comportaient, comment vous dire, comme un cerf-volant de chaque côté dans l'eau et qui écartait les chaluts, et là, on pouvait mettre de plus grandes ouvertures de chaluts selon la puissance du moteur.
Alors, il fallait quand même des bateaux puissants et une régularité. Maintenant, je ne vous parlerai pas des engins modernes pour la pêche aux poissons pélagiques. Ce sont des chaluts à 4 panneaux. Je vous n'en parlez pas parce qu'il n'y a plus d'appellation picarde. Et parce que, malheureusement, c'est comme ça, hein, les jeunes marins picards, ils ne parlent plus le picard et en plus, ils portent des casquettes américaines et des pantalons courts. Ça m'a tué, ça, hein, je vous assure. Bon, mais ça n'empêche que ça reste d'excellents marins picards. Hein. Ça ne touche absolument pas leur savoir-faire. Et bon. Je ne vous parlerai pas non plus des derniers filets là, qui se mettent en route. Ce sont des filets tournants. C'est les scènes danoises. Alors là, peut être 1 kilomètre ou plus entouré, 2 bancs repérés au sonar. Alors bon, ça respecte les petits, ça respecte les alevins, mais ça vide complètement l'eau de ce qu'il y a. Alors, et en plus, et surtout, des engins avec électrodes qui laisseront une mer vide de toute vie. Alors j'avais vu, ils ont essayé de m'expliquer qu'en fait, l'électricité n'est reçue par les gros. Les petits alevins ne le reçoivent pas. J'ai dit, moi je veux tout ce que vous voulez, mais ne me prenez pas pour un con. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'est interdit. Seulement, il y a une dérogation pour les Hollandais en mer du Nord. Mer du Nord, ça va presque jusque Calais quand même, voyez-vous. Et je pense que la dérogation sera supprimée, mais quand il n'y aura plus de poissons, ça ne coûte rien, ça. Et puis ils vont laisser une mer vide de toute vie. Ils vont nous obliger à manger du poisson d'élevage. Pas terrible, ça. Alors, là, on arrive à la pêche au hareng, chez Saison des Reins. Chez Saison des Reins, cette pêche a permis aux marins de bien vivre et a sauvé au Moyen-Âge le pays de la famine. Cette pêche est pratiquée au filet dérivant. Chaque filet, rouet à Berck, Roi à Étaples et Étade en baie de Somme. On retrouve là le mot normand. Et la Normandie aussi. Une Roi, le filet, il a 15 à 16 mètres de long, 6 à 7 mètres de profondeur. Les mailles étaient de 25,5 mm à 26,5 mm. Une pièce de 1 franc, 20 sous un picard, bien sûr, pouvait passer dedans. C'était parce que ça permettait de pêcher le hareng de 3 ans, pas avant. Ça respectait les alevins. Nos ancêtres avaient quand même beaucoup plus de respect pour ce qu'on allait faire, n'allait pas jusqu'à la destruction totale, quoi. Le matériel, les Rois, chez Carapoche, les Thioberry, chez Bassoin, de Brasse, chez Béningue, les 6 brasses, tu peux passer, tu vas devoir tomber dessus. Voilà, là c'est intéressant. Voyez-vous, le haut, là, vous avez l'eau à Thioberry, qui est en haut de l'Ossière. L'Ossière, c'est un énorme câble qui faisait 2 km et quelque chose, quoi, toute la longueur de la tésure, de l'ensemble des Rois. Et il y avait des bassoins de 2 brasses qui réunissaient ça à la nappe de filet. En haut de la nappe de filet, où il y avait les flottes. Les flottes, c'était des bouts de liège qui le tenaient en haut, et en bas, c'était des souillardures, c'était du vieux filet, avec du plomb dedans, des morceaux de plomb de temps en temps, pour que la barrière soit bien droite. Alors, ils étaient réunis entre eux par une corlette. Des corlettes, c'était les femmes qui mettaient ça quand on armait au hareng. Alors, c'est vrai que... je vais vous prendre un bateau berquois qui avait par exemple 7 hommes d'équipage. C'était pas un très gros, hein, un bateau moyen. Chaque marin apporte 10 rois, le patron 70. Le reste de l'équipage sont des hommes embauchés pour la saison de hareng. Alors ça dépendait, il y avait des marins qui n'avaient pas les moyens d'avoir leurs 10 rois, des jeunes marins ou des marins qui travaillaient à terre et venaient s'embaucher pour la saison de hareng. Le reste était souvent des ouvriers agricoles qui tournaient le cabestan que je vous ai montré tout à l'heure pour tourner l'ossière, pour amener les harengs. Hein. Alors, chaque homme avait une part, et une part pour 10 rois. C'est-à-dire que les gens qui amenaient leur roi avaient double part.
patron, il avait 7 parts pour ses roues. Et le novice avait 3/4 de part et une demi-part pour un mousse. Alors sur la plage, avant d'embarquer la tésure, les places pour chaque lot de 10 rois étaient tirées au sort. Et à la mi-saison, l'ordre était inversé. Parce que les premiers filets souffraient un peu plus, le patron donnait souvent l'ordre « allez vire à rouet ». Aller vire à rouet, c'était on déhalait sur un halin pour voir la quantité de harengs pris dans le filet. Il fallait pêcher, mais il ne fallait pas trop pêcher. Si on prenait un banc de harengs où il y en avait trop, ça levait. On aurait dit un drap blanc. Et ça coulait après, le hareng se noyait, ça coulait, et on pouvait perdre énormément de matériel. Donc le patron, il envoyait tous les 2 heures, voire vire à rouet, ce qui fatiguait un peu la tésure. Alors, un tiré sur le halin, ça s'appelle chouaro. La tésure, ou le train de pêche, était fait de l'ensemble des rois, bien sûr reliés par les corlettes, comme je vous ai dit. Les rois étaient reliés à l'ossière par les bédingues, et l'ossière était reliée au carapoche par les bassoins. Les bédingues avaient 6 brasses, parce que sur les bédingues, ce qui est entre le filet et l'ossière, on pouvait allonger. C'est-à-dire, c'est le patron, il dit oui, ça s'appelle schlafal. Il dit oui, mettez ma tente brache pour descendre la nappe de filet ou la monter selon, non pas son humeur, mais ce qu'il avait détecté avec la couleur de l'eau, avec les oiseaux qui plongeaient, même quelquefois avec l'odeur. Quand on pêchait beaucoup de harengs, et que dans les temps très calmes, on disait chassa freccia, ça sentait le poisson frais. Et il y avait aussi de l'huile qui remontait. La mer était un peu grasse. Les bancs de harengs sont extraordinaires. Quand j'ai un fils qui est en retraite aussi maintenant, mais il était patron de pêche, mon fils, il m'expliquait qu'un jour, les harengs étaient passés. Et ça avait obscurci le sondeur, tellement ils étaient nombreux. Ça avait duré 1 semaine. Alors, ils ne pouvaient plus pêcher, il n'y a plus de prix. À partir du moment où on a trop pêché, il n'y a plus de prix, quoi. Surtout maintenant où on mange beaucoup moins de harengs. Il faut vous donner quand même les quantités de poissons qui pouvaient passer. Alors, au-dessus, il y avait les carapoches, comme je vous ai dit, chez Bassoin, mais il y avait une bouée conique au milieu de la tésure, Teuchcodin. Vous l'avez, là, la bouée conique, Teuchcodin était au milieu de tésure. Et en bout de tésure, chez Teuchchin, il y avait sur Chien, c'était un petit flotteur allongé, et il y avait le matricule du bateau, toujours en cas de perte des filets. Hein. Et les filets qui étaient le plus éloignés du bateau, c'est eux qui avaient le plus de chance, par contre, de se faire couper par un autre bateau ou par un cargo, malgré la ligne de carapoche, la bouée codin placée au milieu et les chiens placés en bout de tésure. Parce que le hareng se pêche la nuit. Donc il n'y avait pas trop de visibilité. Sur le pont, on avait fait des parcs à poissons. Je peux passer un peu de pêche, on va les voir après. Ça vous voyez, les femmes, on est en train d'embarquer à Berck la tésure. On aperçoit des tas de filets, des tas de berries, de bassoins, de bédingues, et les femmes sont en train de mettre les corlettes pour réunir les filets entre eux. Là, vous voyez, j'ai mis pour qu'on puisse voir l'ossière. Vous avez en bas une ossière, vous voyez la grosseur du câble qui était. Là, toujours pareil, ils sont en train de préparer tous leurs filets. Alors là c'était, on verra, c'était les premiers harengs pêchés. Les premiers harengs pêchés se pêchaient à terre avec des filets blancs. Les filets ne sont pas noirs, ils sont. Là, c'était quand même, vous voyez, la hauteur du bateau, c'était des grosses barques. Hein. Mon grand-père maternel, mes 2 grands-pères étaient patrons de pêche, hein, mais mon grand-père maternel, Dominique Agnéret, il disait toujours qu'à 26 ans, il commandait la Sainte-Sophie, 26 hommes d'équipage. Sur les 26 hommes, il y avait 16 moteurs, c'est-à-dire 16 avirons. Quoi. Alors, en général, ils avaient des muscles comme ça, mais pour le reste, c'était pas terrible. Hein. On ne leur demandait pas ça, on leur demandait de tirer fort. Mes grands-pères disaient toujours, tout le monde a la même paye parce que tout le monde travaille, quoi. Tout le monde sert. Eux aussi étaient indispensables.
Là, ouais, ça c'est une carte rare, c'est une Chéronée. J'ai eu beaucoup de mal à les trouver, ces cartes. Alors les femmes sont là, toujours en train de travailler. Vous voyez, les femmes au foyer, chez nous, avaient du boulot, hein, parce que j'étais aussi employé. Alors là, voilà. Là, vous voyez le hareng. Vous voyez, sur le pont, on faisait des parcs comme ça, parce que les filets étaient descendus dans la cale à poissons. Parce que c'est une quantité formidable de filets. Et le poisson était sur le pont, était secoué sur le pont. Alors on faisait ça, et puis on secouait, il y avait un rouleau, et on secouait dessus. D'ailleurs là, vous voyez la bouée Caudin. Il y a une bouée qui est allongée un peu en abord, là, la bouée Caudin. Et on secouait, alors tout ce qui tombait par terre, on avait une pelle large qui ressemblait un peu aux pelles à déneiger, là, c'était Schloffi. Les premiers harengs, je vous ai montré, étaient pêchés en octobre pour les petits bateaux zérin de terre, hein, et ils pêchaient d'un chésieux blanc, de jour, avec des filets blancs. Très tôt, les petits bateaux désarmaient, pour aller renforcer les équipages des gros bateaux. Parce que seuls les gros bateaux pouvaient pêcher au large. À partir de novembre, le temps devenait dur et il fallait pêcher au maximum. On sortait, pas de tous les temps, mais de temps très durs. Parce que la saison du hareng était courte. Ça sauvait une année, mais c'était court. Et d'ailleurs, les étaplois disent à Saint-Nicolas, Kikinaïna. À Berck, on dit à Saint-Nicolas, Tchashkinoïno. Ça ressemble, hein. Et puis, la flèche au hareng a aussi été pratiquée après au chalut-bœuf. Alors, chalut-bœuf, c'était l'époque où il y avait les moteurs puissants, là. C'était 2 bateaux reliés par un câble pour régler l'écartement d'un grand chalut. Le plus gros, c'était le bœuf, le plus petit, le veau. Et Jebeu puis Saint-Vieux. À la fin décembre, les harenguiers désarmés et une autre année recommençaient. Alors là, tu vas passer. Il faut que je te commente un peu. Encore un bateau, vous voyez, le hareng. C'était le poisson roi, le hareng. On pêchait, et puis il se conserve bien, il se sale, le hareng sort, chez moi, hein, un sauret. Si je compte bien, je vous avouerai quand je chante, c'est sauret, mais non, on n'a déjà pas grand de monde et je me ferai sauver Tartou, je ne sais pas la peine. S'il te plaît. Voilà, c'est les lieux de pêche. Alors là, maintenant, c'est fini, je peux vous les... Il y a quelques années, ça veut dire quand même assez, une 50aine d'années, je ne vous aurais jamais présenté ça. Ben non, j'étais en danger de mort en arrivant chez moi si je découvrais tous les lieux de pêche. Là, chez Queigneux. Alors, chez Queigneux, c'est les gens qui n'étaient pas marins, quoi. Un marin qui était d'une autre porte, un Orsin. Mais un Queigneux, j'ai touché instituteur, esturèche, commerçant, les ouvriers. Vous voyez qu'il est riche, mon Picard, hein. Alors là, on part de Boulogne. Hein. Alors, Boulogne, on a chez Ridin, là-haut, Ridin de Boulogne. Au-dessus, on avait Colbart. Alors, Colbart, à Berck, hein, chez Bénière. Pardon, Berck, quoi. Mais c'est le même bon. Après, vous descendez un peu, vous avez la Bassurelle. La Bassurelle, Berck, chez Bassure à Merdelette. Alors, par exemple, chez Bénière, c'était des bancs de cailloux très tourmentés. Là-dessus, c'était les cordiers à gros poissons, les crustacés. Et chez Bassurelle, hein, chez Bénière, j'ai trouvé des bancs de sable et de coquillages par le travers d'Ardelot. Ils font de 20 à 28 mètres. Avec le plomb de sonde. Il n'y avait pas de sondeur, c'était un plomb de sonde, c'était un poids qui était creux, et on mettait du suif dans le creux. Vous savez que le patron, on apportait au patron avec le nombre de brasses, parce qu'il ne fallait pas dire des mètres, il savait pas ce que c'était les brasses. Et comme par exemple, pour un bateau, il disait tant de pieds de quille. Un bateau de 10 mètres, non, c'était les pieds de quille qui déterminaient le bateau. Donc avec les fonds, ils savaient où il était, quoi. Pour eux, ils lisaient dans le fond de la mer comme dans un livre. Alors, vous avez le vergoyer. Alors, le vergoyer, c'est un banc qui est au nord du vergoyer, tout en haut, il y a une bouée, hein, qui indique 4,60 m. Les sondes que je vous donne sont des sondes de basse mer, bien sûr. S'il y a 10 mètres d'eau de plus, ça va être 14 mètres. Mais à basse mer, c'est 4,60 m, bordé de fond
de 40 à 60 mètres, ça tombe tout autour, et qui s'étend jusqu'à chez Bénières. Ça remonte du Vergoyer jusqu'au Colbach, chez Bénières, là-haut. Et il se relève à 25 mètres. On appelait chose doux. C'est un terrain fréquenté par les dragueurs à Palourdes. Mais Palourdes, c'est les coquilles Saint-Jacques. En Picardie, on dit quoi des coquilles Saint-Jacques? On dit chez des Palourdes. Oui. Des terrains par les Palourdes. Et les cordiers à Congres aussi. Il y avait du Congre et des chiens de mer, les chiens de mer. Ensuite, vous avez les grands bancs du Vergoyer, que vous voyez, il a été allongé vers le sud-ouest, à terre de la bouée sud du Vergoyer. Le Vergoyer, vous voyez un peu de loin, c'est Sperfond, hein, et c'est fond d'un fer, une langue de terre de 7 mètres, si tu veux, parmi d'autres de 27 à 30 mètres. Et fond d'un fer parce que c'était pas un fond régulier, quoi. Ça tombait, pour les chaluts, c'était pas toujours pratique. Et les chalutiers, les cordiers pêchaient de la sole. Enfin, la bassure du bas, Echbeau, la bassure préférée des Bercois, bien sûr, elle passe au sud-Berck, voyez-vous, la bassure du bas. Alors, elle commençait à 2000 par le travers d'Ambleteuse, et elle finissait, en s'éloignant de la côte, à 12 000 au large de Louty. Tous les bancs avaient le même sens, c'était le sens du courant. L'été, on faisait une saison de sol là-dessus. Au printemps, on faisait une saison de turbo à cordes. Et à l'écor, c'est où ça retombe. Hein. Alors surtout les corps du large, vous retombez dans des gros cailloux. Les corps du large, on pêchait des chiens. Une sorte de chien de mer qui était des tchandrais. C'était des chiens à mâchoire dépourvue de dents. Dans le prolongement de la batture du bas, en Bercoué et Scrou, la dune, un crou, c'est une dune. C'est des fonds de 10 mètres. Plus au sud, chez Tchémer, en français les Kémers, appelé aussi chez Premier Roc. Terrain tourmenté, fait de coquillages brisés. On pêchait les palourdes, encore une fois, là. Et entre Bature et chez Premier Roc, des fonds de 25 mètres, c'était chez Fond Blanc, pour la blancheur des coquillages. Et plus au sud, et Sperfond, 15 à 17 mètres. On pêchait la sole, et nous arrivons au dernier banc, la Bassurelle de la Somme, en Picard, chez Bassure-Vinègue, parce que Bassure-Vinègue, ça veut dire... c'est pas terrible, quoi. Hein. Vinègue, chez Jean-Moulin, c'est aussi le surnom des femmes qui ont mauvais caractère. Oui. Méry Vinègue ou Sophie Vinègue, ce que vous voulez. Il y en a peu, mais ça arrivait de trouver des femmes qui avaient mauvais caractère. Alors là, vous aviez des fonds tourmentés, du sable et coquillages, des fonds qui étaient de 8 mètres. C'était à 5000 au sud de la Somme. C'est toujours. Hein. Tous ces bancs sont orientés nord-est et sud-ouest, hein, sens des courants. Enfin, les ridins du Tréport et Dieppe, des coquillages, cailloux, c'est pour les grands cordiers à Congres, et on en prend aussi des crustacés et des gros poissons. Pour la pêche au hareng, qui est un poisson pélagique, il ne se tient pas à un endroit, il passait. Les premiers étaient pêchés à Calais. Ensuite, à Boulogne. Les bateaux suivaient les bancs de hareng, hein, allaient de port en port. Donc, à Boulogne, c'est là où on pêchait le plus beau hareng et le plus nombreux, quoi. C'était le cœur de la pêche. Et il suivait jusqu'au Tréport. Et à Fécamp, il finissait au Havre, à la Plata. Après, les bancs de hareng disparaissent dans les grands fonds. Il faut attendre l'année prochaine. Pêche, alors là, je vais vous parler aussi des pêches à pied, parce qu'à Berck, c'était important dans nos grandes plages. Les plus importantes sont sur les grandes plages de notre pays, c'est la pêche au parc. Tu peux passer, s'il te plaît? Ah là, je m'excuse, c'est moi qui ai gribouillé vous voyez la mer. Alors le parc, il y a les fonds de parc, j'ai une courtinette à chaque côté et l'aile de flot. C'est-à-dire le flot, c'est et Jussan, c'est l'Eb pour nous. Et c'est un mot hollandais, les marins hollandais parlent d'Eb, et nous aussi. Alors, le poisson qui nageait se trouvait dans l'aile. Il trouvait une barrière Alors, le poisson, il fait toujours du large. Hein. Il ne viendra pas à terre. S'il y a un danger, il file au large. Il retrouvait dans le fond. Alors, il suivait le fond, il venait à la courtinette. Il tournait à la courtinette, jamais il partait comme ça. Son instinct le renvoie au large, et il faisait ça
en attendant que la marée, on les trouvait quand la marée était basse, quoi, hein. Alors, c'était des filets tendus sur des perches. Et ça, j'ai montré ça, c'est un bateau qui arrive. Alors, c'est un bateau qui arrive de très beau temps, parce que il y avait un mouvement très particulier. Quand on échoue un bateau, mais pas va échouer, surtout de mauvais temps, attaché, c'était attaque. C'était une lutte contre les gros. Il y a des gros rouleaux à Berck, hein, quand il y avait. Et de gros temps, on n'attaquait pas la voile, ils attaquaient à l'aviron, parce que c'était un peu plus facile pour se poser sur le sable. Tu repasses, s'il te plaît. Alors là, vous avez l'attente des bateaux, vous avez le nombre de bateaux qu'il y avait sur la plage et l'attente. Alors les femmes sont en train d'interroger un vieux marin, ça se voit, qui lui, il n'a pas de lunettes, mais alors il reconnaît. Les bateaux sont pour l'ensemble des gens exactement pareils, mais eux reconnaissaient à un point la Statel. Parce qu'il y avait toujours une petite différence, même dans l'allure du bateau. Alors on montait deux parcs, hein, comme vous avez vu, un près de la mer, Parc du Beau, puis un au-dessus, Parc du Heu. Celui qui pêchait vraiment, c'était Parc du Beau, était le plus bas vers la mer. Mais de Morteau, il ne découvrait plus. Donc on mettait les filets sur le Parc du Haut. Là, vous voyez, un équipage, enfin des jeunes matelots, c'était les jeunes qui venaient toujours. Et puis le bon ami à l'Étoilot, hein. Ils venaient débarquer le poisson, comme tout à l'heure. Alors, là, c'est Berck, c'est au maquereau. La dame la matelote, là, dans son panier, ce sont des maquereaux piqués comme ça. Et ils allaient au Hall de Berck, ils sont à 2 km. Ils partaient au pas de course parce que les premières arrivées, c'est elles qui vendaient le mieux. Vous aviez à côté les estivantes, quoi. Ça s'appelle chez dames, hein, à Picard. Comme tous les estivants chez des Périsiens et tous chez femmes chez des dames. On remonte le déhalage. Alors, là, il déhale un bateau, déjà, il faisait l'appel même aux estivants l'été. Ça les amusait, ils avaient fait un exploit. Voilà. Et après, tout à l'heure, je vous ai montré à la guerre 14, ils avaient racheté un char, mais là, ils avaient racheté un bateau de débarquement, un amphibie. Et ils traînaient les derniers bateaux berquois étaient traînés avec ça pour les mettre à l'eau large. C'était déjà un petit avantage. Alors là, les parcs. Voilà comment c'était fait. Les perches et les filets. Voilà. Vous voyez, un fond de parc. Là, le fond Eschlel. Alors là, c'est un autre petit métier qui était les ânières. Il n'y en avait plus d'Anna Berck. Et mon fils patron de pêche, quand il a eu sa retraite, il a eu le souvenir de sa grand-mère. Ma mère était ânière quand même, quoi, comme ça. Et vous voyez l'âge des enfants, c'était des petites filles de 12-13 ans, 14 ans au grand maximum, hein, qui allaient à la plage et louaient l'âne. L'âne servait à tout, vous allez voir. Par exemple, il était aussi loué pour les malades. Les malades avaient des voitures comme ça dans les hôpitaux et on louait l'âne qui les emmenait où ils voulaient, bien sûr. Alors là, vous verrez, c'est une dame, c'est pas un âne derrière, on verra mieux après, c'est une vache. D'accord. Voilà. Alors ça, cette dame avait une espèce de broc avec de l'eau fraîche, et elle le rinçait, elle tirait le lait au verre pour les enfants, pour les grands, les tout chauds et qui buvaient, quoi. Alors à Berck, ça s'appelle du lait camou. Parce que il mousse un peu. Et cette dame, c'était Flore Drapier. C'est mon arrière-grand-mère. Alors les vaches, c'est un peu comme nos bateaux, duraient pas très très longtemps parce qu'elles étaient très à longueur de journée, quoi. C'est pas toujours très bon pour elles, mais bon, la vache était gagnée. Là, nous voilà un autre petit métier aussi. C'était les gens qui faisaient des promenades. Alors vous voyez, les promenades, ils sont à 2 matelots avec une dame et ils l'emmènent parce que le bateau, on ne pouvait pas trop l'échouer, il fallait le laisser juste à la limite. Si la mer montait, c'était pas grave, il reprenait de l'eau, mais si la mer baissait, il perdait la marée. Alors il était là sur le malet, la voile arrière, je vous dis, pour être face au vent. Là, je peux vous dire que c'était du vent d'ouest-sud-ouest, mais il n'était pas méchant, il n'y a pas trop de vagues là.
Ah, ça, je l'ai dit tout à l'heure, ce monsieur-là, c'est un fournier de Berck, ils étaient 4 frères. Et alors, l'été, il dormait à bord, il ne bougeait plus. Tout l'été, il ne faisait que des promenades, ces gens-là. Et celui qui a la dame un peu potelée, là, dans les bras, eh bien, son surnom, c'était Bourtout. Je n'en dirai pas plus. Là, vous avez une dame qui ramande, c'est-à-dire qui répare un filet. Ramander, c'était réparer les filets, parce qu'après, vous allez voir sur place. Un monsieur il lâche, c'est-à-dire il fabrique un filet. Voyez-vous, la nappe de filet est droite. Alors, il fabrique ça avec un meuil. Un meuil, c'était un bout de bois rond qui donnait le diamètre du filet. C'est pas le même filet pour pêcher des crevettes ou pour pêcher du maquereau ou des harengs. Alors, on revient tout à l'heure, vous avez vu ces grands, vous avez parlé des grands machins des grands terrains de 100 mètres, là. Ben, servait aussi, à la fin, ce monsieur, il faisait aussi des filets. Il avait acheté une machine pour faire des filets, mais il lui fallait aussi pour ça de monter ces filets, ces grands parcours. Et en plus, à Berck, ils avaient pris l'habitude, c'était une habitude bizarre, un gars avait 4 pâtures. Il avait 4 fils. Donc il ne dispute pas. Parce que la pâture pouvait être meilleure que l'autre. Eh bien, il divisait en 4 là-bas, chaque pâture. Alors chacun avait sa bande. Ouais. Là, c'était Chtiobonnet. Bon, je l'ai mis parce que c'est un monsieur que j'aimais beaucoup. C'est un patron de pêche que j'aimais beaucoup. Vous savez, quand on est jeune matelot, jeune enfant, quand un adulte qui avait comme lui, par exemple, patron de pêche, se penchait, nous aidait, tout, on s'en souvient toujours. Et lui s'appelait Chtiobonnet, non pas Jbonnet. Parce que son père est Jbonnet, et lui Chtiobonnet. Pourquoi Jbonnet? La nuit, quand on calmissait, les patrons envoyaient les mousses taper aux fenêtres des chambres en criant « à bord, à bord, à bord ». Et son père, c'était aussitôt comme tous les marins, sautait dans les vêtements et courut. Mais il a été tellement vite qu'il a gardé le bonnet de nuit sur la tête. Alors tout a été Jbonnet, et tout le monde hérite des Jbonnet, chez Chtiobonnet. Jean-Baptiste Lamarre, son nom. Ça, c'est, dans les pêches à pied, bien sûr, c'est le filet à crevettes, mais qui est très connu partout. À Berthe, un cétrier. Ailleurs, je crois qu'il y a eu un pousseux chez les Normands. Entre la Normandie et la Picardie, il y a beaucoup de similitudes, y compris dans les bateaux, dans la pêche, dans tout. Et c'était chez le Havenot en français, je crois. Jean-Mois Berthe. Là, c'était pour le photographe, parce que où elles sont là, elles ne pêcheront pas une crevette. Pour pêcher les crevettes, il faut aller à l'eau jusque-là. Quand elles avaient fini, eh ben, elles s'arrêtaient toujours au Christ, elles étaient très croyantes. Mais c'était une drôle de croyance, C'était une drôle de croyance, parce que c'est une croyance qu'on peut retrouver chez les Latins, chez les Romains. Dieu, c'était Jupiter, quoi. Il préférait s'adresser à Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'était le patron des marins. Lui, il était un patron de pêche, il connaissait le boulot. Dieu avait tellement de choses à faire que... Bon, comme chose. Puis c'était une religion qu'ils arrangeaient à leur sauce. Je vous l'assurer. Alors là, je l'ai mis pour Espalou. Je vous ai parlé d'Espalou, la grande pelle au verre qui servait à déterrer les arénicoles, les gros vers. Il y avait une autre sorte de verre qu'on appelait chez Chouvert, un patois chez Kerplut. C'était un petit verre où c'était avec une fourche qu'on les avait, c'était surtout dans la baie de Loti. Et ces petits verres tenaient très bien l'hameçon, mais il n'y en avait pas tellement, quoi. Fallait ça, c'était très péchant, parce qu'il était toujours vivant et il se débattait. Il pensait que le poisson, ça l'intéressait, ça. Et vous voyez, à côté, là, vous voyez son petit récipient en bois. Parce qu'avec le bois, les verres se conservaient mieux que dans le plastique et les verres, il fallait les épicher. Épicher un verre, c'est-à-dire quand il les avait pris, avec le pouce, il coupait le haut du verre, et on sortait les boyaux et le sang du verre, quoi. Non, mais ils avaient une particularité, ils avaient les mains très jaunes, c'était de la teinture d'iode, quoi. On aurait pu soigner une plaie avec, c'était très bien. Mais c'est pas dégoûtant un ver de terre, c'est dégueulasse. Mais pas un ver de terre, c'est pas possible ça. Continue. On arrive au bout. Non, d'accord.
Ah, une aquaire. Ah oui, il me semble qu'il y a une aquaire, oui. Ouais. On n'y est plus. Bah, merde alors. C'est le dernier? Ouais. Ah oui, c'est peut-être le dernier, je pensais. Oui, c'est pas très important. Hein. Et finir chez pêche à pied. Alors vous avez vu les parcs, il y avait les pêches à chipaudière. Chipaudière, ça se fait plus. C'était le même principe que les parcs. Seulement, les filets n'étaient pas sur des perches, ils étaient tendus. Ils étaient couchés par terre. Le haut, c'était des flottes et on enterrait le bas par des torques. Ben non, c'est qu'on est au bout du compte. Hein. Et on enterrait le bas et les flottes, ça montait avec la marée. Alors, c'était moins pêchant que les parcs, nettement. Par contre, quand il ne subissait pas de dégâts, si la mer allait très vite, il fallait, on se mettait à l'eau presque jusqu'au cou pour baisser les lignes de corde, sans ça le parc pouvait être détruit dans les coups de mer. Et je vais vous parler d'une pêche qui est disparue aussi, mais que j'ai bien connue, c'était la pêche aux oiseaux de mer. Pêcher essentiellement les macreuses. Parce que pendant le carême, même le vendredi saint, l'Église les avait classés parmi les poissons. Donc on pouvait en manger. C'est pas terrible, hein, mais c'était comme ça. Les vieilles croyances disaient qu'elles naissaient sous la mer dans les épaves. C'est mon épouse qui m'a trouvé le verbe naissait, parce que moi, quand j'écrivais ça, j'étais bien emmerdé. Je pensais que ça éclot. Hein. Seulement, au passé, que ce soit l'imparfait ou passé simple, le verbe éclore n'existe pas. C'est quand même tordu. Hein. Alors, pour parler du passé sur un oiseau, il faut le transformer en mammifère pour qu'il naisse. Hein. C'est ce que j'en ai déduit, je ne sais pas si c'est comme ça. Donc, les filets étaient tendus sur des perches, au-dessus des bancs de coquillages, perpendiculairement au rivage, à égale distance entre la basse et la haute mer. Les plus grands barrages avaient plusieurs centaines de mètres. Il arrivait de pêcher de 50 à 100 macreuses, qui se vendaient surtout le vendredi, jour sans viande. On a vu les pêches aux crevettes, hein, je ne vais pas m'étendre. La pêche au coré. Alors un coré c'était, tout à l'heure je vous ai parlé d'un coré, l'appareil qui faisait les pailles, mais là le nom était employé aussi pour un filet qui était amarré sur deux pêches, avec un gars qui était au large, le plus grand, alors devinez qui était au large, hein, c'est toujours moi. Et puis un qui était à mi-cuisse, mais l'autre qui était au large, il était là. Prenez un peu la tasse des fois. Et la pêche au coré, c'était une trentaine de mètres, hein, écartée par deux perches, l'eau à mi-cuisse pour l'un, l'eau à la poitrine à l'autre, et ça ne se pêchait qu'au moment de la renverse de flot. Le début du flot était très favorable à cette pêche. Seulement, on pêchait des sols, des mulets quelquefois, mais surtout des sols, et souvent on ne faisait qu'un seul trait, parce que la montée du flot, on ne pouvait pas pêcher longtemps. Je reviens sur mes plages plates, l'eau monte par les bâches et entoure les bancs de sable, et c'était très dangereux, quoi. Libouré, une pêche à libouré, c'est les petites cordes qu'on a vues sur les grands bateaux, qui étaient tenues par des torques de paille et qu'on allonge sur la plage. Les marins la pratiquaient entre deux saisons, souvent après la saison de hareng, et quand il n'y avait plus trop de choses. Puis les pêches au verre, vous avez vu, pour ces milliers d'hameçons, on avait besoin de beaucoup de verre pour hatcher les cordes. Il y avait deux sortes de verres dont je vous ai parlé, et on pouvait écher aussi avec des coques, des zénons. Seulement, on ne pouvait pêcher que du merlan avec ça. C'était le seul poisson qui acceptait ça. Une sole, c'est un bec trop fin, ça ne veut pas de ça. Alors, la dernière pêche dont je vais vous parler, c'est la pêche à pied, ramassage des coques et de zénons dans la baie de Somme, la baie de Loti et la baie de Canche. La baie de Somme, c'est très très important, bien sûr. Cette pêche maintenant est pratiquée pour vendre. Ah bon, non, mais pour vendre parce qu'il y a un marché. Cette pêche est contrôlée par les services maritimes, il y a un quota qui est imposé. Alors je vais vous dire, je ne sais pas, peut-être que vous le savez, mais j'aime mieux le répéter, méfiez-vous quand vous allez en baie de Somme, en baie d'Oti, vous pouvez ramener des passe-pierres, vous pouvez ramener des oreilles de cochon, la sterne maritime, mais méfiez-vous, il faut vous renseigner, il y a des dates maintenant, et il y a des quotas aussi.
crois que c'est 500 grammes sur la sterne maritime. Et les gardes maritimes sont là. Et les prunes, j'appelle ça comme ça, pour les choses de la mer, sont salées. Hein. Alors, pour les anciens, hein, les zénons, ils servaient à pâter les cornes, comme je vous ai dit, mais que pour le merlan. Puis quand il n'y avait plus rien à manger, ben la population se rabattait sur les monts de Hénon. Ce modeste coquillage a sauvé dans notre région côtière le petit peuple de la famine. Alors j'ai peut-être été un peu long, je ne sais pas. Ça va. Alors on a peut-être le temps de me poser quelques questions. J'essaierai de répondre. Vous n'avez pas parlé des raies, des poissons, des raies de la part? Si, il y a des raies, oui, ça se pêchait à la corde aussi, oui, bien sûr, oui, c'est vrai. Je vous dirais même que quand on a pêché, quand les moteurs sont arrivés, moi j'ai connu que le moteur, hein. Mon père, patron de pêche, a mis un moteur à mes naissances. Je suis de 1934, c'était le premier diesel qui arrivait. Mon père m'expliquait toujours qu'avant les moteurs, quand ils étaient à la voile, ils voyaient les raies le long du bord. Dès qu'il y a eu le moteur, c'était du bruit, c'était des vibrations, ils les ont plus vues. Alors, si vous allez soit à Étapes ou à Boulogne où il y a des raies qui sont dans des bassins, vous verrez que c'est un gentil poisson, il vient se faire caresser. Vous caressez les raies, il lève l'aile pour se faire caresser sous l'aile, oui, si, il y avait des raies. C'est délicieux une aile de raie quand même. Hein. Il faut la manger relativement vite parce que ça tourne vite. Il y a une question ? Pour la construction des bateaux, oui. vous avez dit qu'il n'y avait pas d'écrit. Donc j'en déduis que chez les marins, il y avait un grand respect de la parole donnée. Ah oui, ça c'était sûr. C'était quand même, chez les marins, par exemple, ils partaient en mer, les fiancés, une bonne amie, même en Picard, on dit maîtresse. Maîtresse n'a pas la même connotation qu'en français. Maîtresse, c'était la fiancée. Ben, que voulez-vous, 8 jours de mer, hein, quand on a 20 ans. Donc, souvent, elles étaient enceintes. Très peu étaient abandonnées. Hein. C'était très, très mal vu. Un couple pouvait se faire mettre enceinte, mais avec ça, on rigolait pas, on mettait enceinte, il fallait marier, quoi. C'était comme ça. Oui, il y avait un respect quand même des choses non écrites, mais qui étaient comme ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, construire les bateaux aussi, construire sur gabarit, c'était extraordinaire. Quand un patron, il disait, écoute, tu mets l'élargie, il construisait un peu en dehors du gabarit et ça allait bien, quoi. Mais il respectait tout à fait. C'est comme les baux employés, tout était très révolu. C'était réglo, quoi. Alors, vas-y, je t'écoute. Moi, je suis frappé par le fait que Pas fort parce que. Mais j'ai des oreilles de 84 ans, ils sont envolés. Moi, je suis frappé par le fait que c'est très technique, c'est-à-dire qu'on a vraiment là une petite ville, enfin, oui. Qui à l'époque, le bourg de pêcheurs, je ne sais pas, vous avez peut-être 5000 habitants, quoi. Ouais. Les quartiers de pêcheurs, même pas. Mais il y a un tas de métiers différents, finalement, et même dans le simple métier de pêcheur sur un bateau, il y a des différences énormes, avec des techniques très différentes. C'est très compliqué, on a l'impression que si on faisait une encyclopédie de la pêche à perche, ça fait déjà 2000 pages. Et c'est ça qui est frappant, c'est cette technicité Comme tu sais, Berck était le premier port d'échouage de France. Dans les années, la fin du 19e siècle, quelques années, il a vendu plus de harengs que Boulogne. Il y avait quand même 100 bateaux, 100 grands bateaux. Il y avait 600 marins. Et c'est vrai, c'était une technique. Mais je vais parler de ma famille parce que c'est ce que je connais de mieux. Mon grand-père, Georges Bayet, c'est pas étonné de trouver toujours le même prénom parce que c'est les aînés. Aîné toujours le prénom du père. Hein. Mon grand-père, Georges Bayet, a embarqué à 8 ans. Des patrons de pêche. Et j'ai toujours cru qu'ils étaient 21 enfants. Et un de mes cousins m'a dit, non, je t'assure, j'ai recherché, ils étaient 22. Bon. Et il s'avère qu'ils étaient 22. Mais il n'en avait plus que 6. N'en faites pas. 4 garçons et 2 filles. Les 4 garçons étaient patrons de pêche. Alors,
il y a eu une crise de la pêche. Tu vois comment ils s'organisaient. L'aîné, qui s'appelait Pierre, s'est installé à Berck, qui est l'aîné, il est resté. Le deuxième, c'était Jules Bayet, l'oncle le cul. Alors ça, c'était drôle, on l'appelait mon oncle le cul. Je sais pas, c'était aussi bizarre que ça puisse paraître, c'était normal, quoi, comme ça. Et le troisième, c'était Philippe, s'est installé au Crotoy, et Georges Bayet, mon grand-père, s'est installé au Hourdel. Et les deux filles, on les a mariées à Dieppe au Pollet. Alors, des filles, hein, quand même, au Pollet. C'était ça. Par contre, la condition féminine, chez les femmes, c'était des métiers durs, mais c'était des maîtresses femmes. Hein. C'est pas marcher sur le pied. Le patron, mon père, était patron de pêche, était patron à bord. Bah, pas à la maison, hein. La maison, c'était la mer. Elle avait tout. Hein. Une fois qu'il était parti 8 jours, 15 jours, il y avait les enfants, il y avait tout. Et quant aux techniques, c'est vrai. Ils embarquaient. Alors, mon grand-père, Georges Bayet, embarquait à 8 ans. Mon père, Georges Bayet, embarquait à 12 ans. Moi, Georges Bayet, à 15 ans. Mon fils, Georges Bayet, qui a fait toujours patron de pêche, il a embarqué, lui, à 17 ans. Donc, oui, ils embarquaient. Et souvent, mon grand-père, par exemple, celui qui avait embarqué à 8 ans, il a appris à lire au service militaire. Mais vous savez que les inscrits maritimes faisaient le double des autres en service militaire. C'est une loi de Colbert qui leur avait donné une retraite, hein, caisse des invalides d'ailleurs, hein, et qui leur donnait aussi les droits de pêche jusqu'à c'était 2000, parce que ça a été déterminé 2000 par la portée des canons de cette époque-là. Tu ne pouvais pas garantir avant, les bateaux anglais pouvaient être à 3000, les canons n'y allaient pas, alors c'était tranquille. Et ils apprenaient, il avait appris à lire au service militaire, et je peux vous assurer qu'il se débrouillait bien. Il savait écrire une lettre à sa façon, mais il savait écrire. Alors compter, ça, il savait tout ça. Surtout les femmes, hein. Ça, ils savaient compter. Et voilà. Par contre, l'autre grand-père, j'étais toujours étonné, parce que l'autre grand-père avait été en mer à 10 ans. Il s'appelait Dominique Agnieret, c'est-à-dire ma branche maternelle, patron de pêche. Et à 10 ans, on lui disait, mais comment ça se fait que vous avez été... Alors j'emploie le vouvoiement parce qu'on vous voyait facilement même. Moi je tutoyais mes parents, mais mes parents, vous voyez encore leurs parents. Hein. Ah, oui, ça c'est... Je rigolais pas trop. Comment ça se fait? Il m'a dit, parce que j'ai fait des études. Ça semblait bizarre. Il avait eu le certificat d'études à 10 ans, et je vous assure que quand on lui écrivait, il a intérêt à faire attention, parce que les fautes d'orthographe, lui, il les passait pas. Hein. Alors, je ne sais pas comment ça se fait, il y a des enseignants, là, il y avait peut-être... Je pense qu'il y avait une grosse sélection quand même. Hein. Ça doit être ça. On va devoir s'arrêter. Eh bien, tu vois. Parce qu'on va devoir... Il n'y a plus de questions, parce qu'on s'arrête. Hein. Voilà. Les éoliennes. Pardon? Les éoliennes. Quel est le mot picard? Et les éoliennes, je pense qu'ils vont emmerder le monde, hein, pour les gens qui sont... Oui, ils vont emmerder le monde, moi je ne sais pas. Moi c'est plus mon métier, mais ils vont emmerder le monde. Seulement on est arrivé à un point où il n'y a plus de marins. À Berck, c'est disparu. Et à Boulogne, on va pêcher avec 3 ou 4 bateaux, on pêchera les mêmes quantités pendant un certain temps, parce qu'avec ces Seines danoises et compagnie, on n'aura plus beaucoup de bateaux, ni beaucoup d'hommes pour pêcher ça. Par exemple, la Seine danoise, hors de question d'aller où il y a des éoliennes, parce que vous envoyez un grand truc, oui. Alors on les a évités dans le coin parce que je crois que c'est le député Fasquelle, pas pour les marins. Comment? À Berck, non, il n'y en aura pas, ni au large. En mer non plus, pas au large de Berck, ni de Touquet. Non, mais il y en aura... Berck, c'est bien, oui. Mais alors, je vous dis qui c'est Fasquelle, qui est le député maire, qui a été maire du Touquet, qui n'a jamais voulu ça et qui a fait une telle pression qui les a mis, mais ça emmerdera les marins pareil. Vous avez vu les lieux de pêche, par exemple, les marins berquois étaient de Dieppe jusqu'au nord de Boulogne. Hein. Oui, ça va emmerder. Alors, je ne sais pas ce que ça donnera. Je ne suis pas spécialiste de ça. Sur le poisson, on peut m'interroger mais sur les éoliennes, mon Dieu, c'est quoi?